Pierre Cartier, merci de nous recevoir ici à l'IHES, j'allais dire chez vous. Presque. Alors pour situer cet entretien, si vous le permettez, je vais commencer par quelques mots de présentation et si nécessaire vous corrigerez. D'accord. Bien, donc vous êtes de la même génération que Grothendieck, vous êtes un peu plus jeune que lui. 4 ans de moins. Voilà. Et depuis 1956, vous êtes l'auteur d'une centaine de publications, d'ailleurs beaucoup en français et quelques-unes en allemand, les autres en anglais bien sûr, auxquelles il faut ajouter, à partir de 1953, je crois, une quarantaine d'interventions publiées au séminaire Bourbaki. Exact. Dont vous avez été membre une trentaine d'années, je crois, jusqu'en 83. Oui, 83, oui. Alors, vos travaux touchent de nombreux domaines. La géométrie différentielle, les probabilités, en particulier le mouvement brownien, la physique quantique, l'analyse fonctionnelle et l'intégration fonctionnelle, la philosophie des mathématiques. Vous co-dirigez le séminaire philosophie et mathématiques de la rue d'Ulm, où j'ai souvent apprécié votre capacité à rendre intelligibles les choses, à donner du sens au mouvement des mathématiques. Mais bon, depuis votre thèse soutenue en 58 sous la direction d'Henri Cartan, le thème principal de vos recherches, c'est certainement celui de la géométrie algébrique. Et de la théorie des groupes. Et la théorie des groupes, et naturellement les groupes algébriques sont très présents, et les groupes formels aussi. Bon. Alors, mais si j'en crois l'article qui vous est consacré sur Wikipédia, en tout cas en anglais, vos principaux domaines de recherche sont, il le donne dans cet ordre, donc la géométrie algébrique, la théorie des représentations, la physique mathématique et la théorie des catégories. Et c'est essentiellement sur ce dernier aspect que nous allons vous interroger, Anatole Khelif et moi-même. Et je vais commencer tout de suite avec deux questions dont je ne sais pas exactement si elles sont liées. J'ai le sentiment qu'elles sont peut-être liées, donc je vais les poser simultanément. Première question, donc, en préparant cette rencontre, vous avez évoqué ce que vous avez appelé votre face cachée catégoricienne. Et pourtant, dès vos premières publications, avec la dualité de Tanaka, enfin à l'époque, de toute façon, les catégories sont très présentes d'emblée. Donc, pourquoi parler de face cachée? C'est la première question. Et je vous pose en même temps la deuxième, et vous nous direz si ces deux aspects sont liés ou pas du tout. On pense souvent que Bourbaki a été hostile aux catégories, mais Bourbaki a été multiple. Alors, pouvez-vous nous parler de la diversité des attitudes au sein de Bourbaki concernant les catégories? Bon, d'abord, pourquoi est-ce que j'ai dit face cachée? C'est-à-dire que je ne me suis jamais considéré comme un spécialiste de théorie des catégories. Si vous prenez la liste des cours, les nombreux cours que j'ai faits, vous ne trouverez jamais un qui s'appelle théorie des catégories. Vous n'en trouverez jamais un non plus qui s'appelle théorie des groupes. C'est-à-dire que, bien que ce soit certainement le point le plus central de ma recherche, parce que je me méfie toujours un peu des choses trop générales et où on risque de s'enliser. L'expérience montre que quand on vise un petit peu trop général, on risque de s'enliser, sauf si on est Grothendieck qui réussit à ne pas s'enliser. Donc c'est en ce sens-là, bon, mais pour moi c'était un outil, c'était oui. Plus qu'une recherche, c'était un outil. Mais bon, un outil très très diversifié dont j'ai bien profité et auquel quand j'ai commencé dans les années 50, c'était encore la préhistoire. C'était en tout cas le début et bon, beaucoup de choses avaient besoin d'être clarifiées, d'être précisées et j'ai contribué à cette clarification. Alors, bon, maintenant, l'attitude de Bourbaki. Alors, l'attitude de Bourbaki, elle est assez complexe. Parce que parmi les grands créateurs de la théorie des catégories, il y a quand même Heisenberg. Oui. Et Heisenberg a été de 51 à 70 à peu près, enfin presque 20 ans, il était un membre très actif de Bourbaki. Bon, comme il est américain, né polonais, il était américain, donc il n'était pas toujours en France, donc il était moins présent que d'autres à toutes nos réunions, parce qu'en gros on avait 3 mois de réunion
un mois de réunion par an dispersé en 3 séances. Bon, mais il a participé beaucoup, et dans les rapports publiés ou non publiés, il y a beaucoup de traces de sa contribution. Donc, bon, Henri Cartan est aussi un des premiers à avoir compris ça, puisque d'une part, dans son séminaire, on parlait de la théorie des faisceaux, et ce qui était déjà, bon, l'optique catégorique était déjà très fréquente, très présente. Bon, si on regarde tous les séminaires Cartan, les catégories sont aussi présentes, plus comme outil que comme, de la même manière, plus comme outil que comme sujet. Et donc, il y avait ça, et et en plus, Cartan, Cartan et Heisenberg ont publié un traité fameux qui s'appelle Homological Algebra, qui a été un des points de départ importants de la théorie des catégories. Donc, bon, à côté de ça, Grothendieck a participé aux réunions Bourbaki, j'ai vérifié, de 55 à 62 ou 63. Très régulièrement, en nous fournissant des rapports très détaillés sur beaucoup de sujets, mais dont la plupart tournaient autour des catégories. Bon, et quant aux autres membres de Bourbaki qui étaient moins marqués, je dirais, catégories, bon, que ce soit Serre, Borel, moi-même, Kosul, bon, on connaissait absolument l'outil, on l'utilisait quotidiennement. Bon, alors, donc, il est certain que là, on avait quand même un certain nombre des meilleurs experts des catégories qui faisaient partie du groupe Bourbaki, qui participaient aux activités. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas de traces? Alors, il y en a une petite trace hypocrite de temps en temps. Vous trouverez un titre de chapitre qui s'appelle Foncteur ceci, Foncteur cela. Mais c'est un titre de chapitre, et d'après l'orthodoxie des mathématiciens, un titre de chapitre ne fait pas partie du texte. Ce n'est qu'un commentaire externe, un habillage externe. Donc vous trouverez des sous-titres ou des titres qui évoquent catégorie ou foncteur, mais de manière un petit peu hypocrite. Bon, il y a un volume important qui est consacré à l'algèbre homologique, et où, bon, j'oubliais que ce volume doit beaucoup à De Mazure et à Verdier, qui eux avaient collaboré avec Grothendieck, et qui, alors Verdier c'était peut-être un de ceux qui étaient les plus spécialistes de catégorie dans l'entourage de Grothendieck. Et, bon, et ce chapitre d'algèbre homologique de Bourbaki a été essentiellement, bon, là, en tout cas le premier jet était dû à Verdier. Et les idées de Verdier, on les retrouve, mais en filigrane, parce que, bon, on ne pouvait pas les exprimer. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les exprimer? Bon, parce que quand à cette époque-là, donc à la fin des années 50, début des années 60, l'ambition c'était de développer la géométrie différentielle, la géométrie algébrique, la théorie des, enfin bon, des outils où en tout cas les catégories étaient devenues un des outils principaux. Bon. Donc on se posait la question de savoir comment donner un exposé aussi synthétique que possible de toutes les structures géométriques qui s'appellent variétés de toutes sortes, algébriques, etc. et de les traiter si possible de manière parallèle et unifiée. Bon. Donc ça et il est certain que le point de vue des catégories était nécessaire pour unifier ça. Alors les faisceaux bien sûr, c'était un des outils de base. Alors ce qu'il y a, c'est qu'au moment où ceci est apparu, et c'était clair pour tous ceux qui étaient là, bon, Bourbaki avait déjà publié 20 volumes, ou à peu près 20 volumes. Bon, sur les 40 et quelques volumes de l'avant-dernière édition qui sont un peu resserrés maintenant, parce qu'on a regroupé certains, et ça fait 28 volumes, je crois, l'édition définitive, mais bon, les 40 volumes parus, à l'époque, il y en avait déjà à peu près la moitié de parus. Or, ils étaient bâtis sur un plan extrêmement rigide. C'est-à-dire que la philosophie sous-jacente était celle de Hilbert, qui avait dit du paradis de Cantor, nul ne doit nous chasser. Et donc, c'était l'expression d'une idéologie parfaitement cohérente, mais parfaitement explicite. Le fondement de toutes les mathématiques est unique. Il n'y a pas des mathématiques, il n'y a pas d'un côté de l'algèbre, d'un côté de la géométrie, d'un côté de la mécanique, etc. Il y a une seule mathématique, et avec un seul fondement qui est fourni par
la théorie des ensembles. Bon, alors, le problème, c'était le travail, disons, de la première moitié du XXe siècle, de transformer de réinterpréter toutes les notions mathématiques et toutes les théories mathématiques en admettant comme ontologie, dirons-nous, que les ensembles, donc tout objet mathématique n'acquiert un sens que s'il peut se représenter en termes d'une construction avec des ensembles. Oui. Bon, ça, c'était l'idéologie de Cantor, qui a d'ailleurs été extrêmement fructueuse, mais qui s'était fondée sur ce programme idéologique. J'aime bien distinguer toujours dans les mathématiques ce que j'appelle la pratique des mathématiques de l'idéologie des mathématiques. Oui. Il y a toujours, à toutes les époques, et l'histoire a été là pour le dire, une pratique des mathématiques, c'est-à-dire des développements de théories mathématiques plus ou moins une architecture plus ou moins cohérente, suivant les cas. Et puis il y a les avancées qui sont un petit peu hors du champ. Et en même temps, il y a une idéologie ou une ontologie, c'est-à-dire une espèce de réflexion d'ensemble. Et qu'est-ce qui fonde l'unité des mathématiques? Qu'est-ce qui fonde la cohérence des mathématiques? Qu'est-ce qui fonde leur justification? Qu'est-ce qu'est leur justification? Bon, et ça, j'appelle ça l'idéologie. Et mon expérience, la manière dont je lis l'histoire des mathématiques, c'est qu'au fur et à mesure des siècles, l'idéologie change, mais il y a quand même un substrat qui survit malgré le changement de paradigme, malgré le changement d'idéologie. Bon, les notions de base des mathématiques, les nombres et tout ça, ça reste, ça se réinterprète de manière différente, mais c'est quand même le même fondement, le même bagage. Bon. Oui. Alors donc, Bourbaki était parti sur cette idéologie parfaitement explicite, et c'était même un programme, c'était un programme affiché, affirmé, et il y avait 20 volumes de parus. Si on avait, maintenant, le drame, parce que c'est toujours un drame, c'est que la théorie des catégories, nous sommes tous convaincus aujourd'hui qu'elle fournit une meilleure description, je ne dis pas des fondements, des meilleures descriptions des mathématiques que ceux qui venaient avant. Et toutes les mathématiques s'organisent bien mieux avec les notions de foncteurs, de catégories, etc. Bon, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si on avait, entre la théorie des ensembles admise comme base et la théorie des catégories, il y a malheureusement un chiasme logique. C'est que, en fait, contrairement à ce que disent les mathématiciens, qu'à une époque donnée, nous avons atteint la certitude, nous avons atteint la rigueur, nos ancêtres, bien sûr, même nous avons fait ça. Or, chaque époque vit dans l'illusion qu'elle crée la rigueur absolue, et chaque époque se trompe. Chaque époque se trompe. Or, nous rions des 18e siècle où on employait les infiniment petits. Qu'est-ce que c'était que ces infiniment petits? C'était contradictoire. L'évêque Berkeley ne s'était pas fait faute de le signaler, et les gens le savaient. Euler sait bien que la notion d'infiniment petit est contradictoire. N'empêche qu'il a fait de magnifiques choses avec. J'ai vu que vous avez travaillé sur la standard. Oui, j'ai travaillé sur la naison standard, puis j'ai quand même beaucoup pratiqué Euler. J'ai toujours aimé l'histoire des mathématiques, comme me l'avait conseillé André Weil. L'histoire des mathématiques, tu sais, Euler, il est dans le bureau à côté du tien. Oui. Et l'histoire des mathématiques, ça permet aussi, quand on se rend compte que quelque chose a été trouvé avant nous, on change de casquette, on se fait historien, et on n'a pas perdu son temps. Oui, donc, voilà. Bourbaki était parti sur un fondement très rigoureux, et avec un plan très rigoureux, et avec même la prétention d'un développement totalement linéaire, où le premier chapitre précède le deuxième chapitre, qui précède le troisième chapitre, non seulement dans l'impression, mais logiquement. Et le troisième chapitre ne peut s'appuyer que sur le premier et le deuxième. Donc, une progression extrêmement linéaire. Or, les catégories, je dis, le casque, c'est que les catégories, alors je parlais de la rigueur, c'est que les catégories telles que nous les pratiquons ne sont pas formellement, au point de vue logique, compatibles avec la théorie des ensembles. À cause des classes propres? Oui, c'est ça. Parce que chacun de nous a appris les paradoxes de Jean Russell, Burali-Forti, etc., l'ensemble de tous les ensembles. Ça n'a pas de sens. Très vite, si on parle de l'ensemble de tous les ensembles, on conduit à des contradictions. Mais moi, je vais à un séminaire chaque jour, et j'entends, tu prends la catégorie de toutes les catégories, et la catégorie de toutes les foncteurs entre toutes les deux catégories, etc. Des constructions qui
Oui. qui dépasse largement la théorie des ensembles, qui ne se formule pas correctement bien dans la théorie des ensembles, sauf par des artifices, les univers, tout ça, qui ramènent d'autres problèmes d'ailleurs, parce que les grands cardinaux, c'est un marais au point de vue logique. Bon. Donc aujourd'hui, nous pratiquons notre pratique mathématique utilise des grandes catégories. Bon, bien sûr, si on veut faire un exposé rigoureux, on dit je prends une petite catégorie, puis je mets en pratique, je l'utilise pour les grandes catégories. Donc on n'a pas de faute. Aujourd'hui, une partie importante de la pratique mathématique n'a pas de fondement propre. N'a pas de fondement propre. Bon, ça c'est un problème. C'est un problème. Et que ce siècle essaiera de résoudre. Bon. Donc, je veux dire, bon, alors pour revenir à la situation, il y avait un paradigme. Tout est ensemble. Il y avait un programme éditorial, 20 volumes publiés. Et puis on se rend compte que ça ne tient pas. Qu'on veut mettre... Bon, si on veut introduire des catégories, ce n'est pas compatible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On recommence tout? C'était là l'enjeu. Est-ce qu'on recommence tout? Bon. Donc, finalement, le débat se résumait entre les pragmatistes qui disaient ah non, on ne va pas tout recommencer, les idéalistes qui disaient on fout tout en l'air. Et Grothendieck, appuyé par certains, en particulier par Lang, Serge Lang, qui était à l'époque actif dans notre groupe, et par Chevalet, était tout prêt à tout recommencer. Bon. Il y avait les réalistes qui disaient oui quand même, bon, il y a un gros travail de faire, on ne va pas tout recommencer, d'autant plus que nous avons un agenda et que derrière ce qui a déjà été fait, il y a des choses à faire. Et nous y tenons, nous voulons qu'il y ait de la géométrie algébrique, nous voulons qu'il y ait de la théorie des groupes de Lie, et bon... à notre époque, enfin je veux dire au début des années 60, dans Bourbaki, les meilleurs experts mondiaux dans ces domaines, théorie des groupes de Lie ou géométrie algébrique, sont là. Donc, on ne va pas perdre cette occasion de faire un traité qui est réputé, parce que, je veux dire, quand vous prenez 10 ou 15 parmi les meilleurs dans un sujet, qu'ils ont la volonté de collaborer et l'ascétisme de le faire, et le courage de le faire, bon, on ne va pas laisser perdre cette occasion. Et recommencer tout risquait de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ben oui, ça se comprend très bien. Donc voilà, en gros, bon alors, Armand Borel a écrit un article qui s'appelle 20 ans avec Bourbaki, je crois quelque chose comme ça, dans Mathematical Intelligence, où Borel explique assez bien de l'intérieur ce qui s'est passé, à peu près dans les termes, à peu près sur ce plan-là, on était à peu près, d'accord, même dans le détail. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, voilà pourquoi une occasion manquée, ou plutôt, pas une occasion manquée, c'est que manqué peut-être au sens où si ça s'était à quelques années près, si les catégories avaient été connues un peu plus tôt... on aurait démarré avec ça. Oui, voilà, c'est ça. Tout en sachant qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas vraiment de fondement logique pour la pratique des catégories. Enfin, pas de fondement logique qui couvre toute la pratique des catégories. Il y en a, mais c'est insuffisant. Donc on comprend bien l'argument, mais on pourrait se dire en même temps, finalement, les catégories ont souffert là de leur importance, parce que le réalisme, ça aurait pu être aussi de dire, bon, ne cherchons pas à les prendre comme fondement, mais puisqu'elles sont tellement importantes, donnons-leur la place avec les aménagements, peut-être des univers, on peut toujours parler de la catégorie de toutes les petites catégories, on peut y ajouter quelques grosses catégories, mais se prendre quelques précautions, et puis de dire, mais c'est quand même un outil important, parce que de fait, alors pour le coup, les catégoriciens ont eu à souffrir, peut-être pour d'autres raisons aussi, peut-être parce que l'argument sur l'abstract nonsense, on a compris que vous y étiez sensible et à juste titre, mais peut-être que certains ont exagéré de ce côté-là aussi. Mais ne pas pouvoir prendre les catégories comme fondement
pour les raisons que vous avez expliquées dans le contexte historique qui était celui-là, ça se comprend bien, peut-être qu'elles ont été finalement trop mises sur le côté, alors même qu'elles jouaient en tant qu'outil un rôle très... Ce que je vous dis, c'est que j'ai parlé de filigrane tout à l'heure. Oui. Alors, il y a beaucoup de textes de Bourbaki où les catégories sont en filigrane. Oui. Oui. Donc, bon, nous étions conscients de ce qu'on pouvait en tirer, et on a donc cherché à... Bon, même sans introduire l'appareillage des catégories, on a quand même cherché à en tirer, à en utiliser les bénéfices. Bon, par exemple, l'algèbre commutative, ce qui est publié, c'est une refonte très profonde. Il y avait eu un premier projet. Alors là, on n'a pas hésité à tout recommencer. Mais avant publication, bien sûr. Il y avait un premier projet sur l'algèbre commutative qui avait été fait essentiellement par Veil ou sous l'influence de Veil, qui était très très avancé, et puis un jour Serre est arrivé et nous a expliqué que l'algèbre homologique bouleversait tout, qu'il fallait commencer par un chapitre sur les modules plats, ce qui est vraiment une notion catégorique, ça, et qu'il fallait il avait tout, Serre est un des premiers qui ont su dans ce domaine utiliser à fond les catégories, les travaux de Serre à l'époque, et il nous a convaincus qu'il fallait tout reprendre. Donc on n'hésitait pas à reprendre, mais c'était quand même une des branches du traité, c'était pas l'ensemble du traité, c'était une des branches qui n'était pas encore publiée. Et au moment où on s'était convaincu qu'on allait publier sous une forme, on a fait la révolution interne et on a repris autrement. Mais il a fallu faire les accommodements, Donc, c'est ce que je disais, les catégories sont en filigrane. Et il y avait quand même un certain nombre de très bons experts des catégories qui faisaient partie de Bourbaki, qui ont participé à la rédaction. Et donc, ils nous ont fait profiter de leur savoir-faire, c'est évident, Donc, mais bon, le but initial de Bourbaki, tel que Veil ou Cartan l'avaient formulé, c'était... Ils étaient très impressionnés par Élie Cartan, le père d'Henri, et tout ce qu'il avait fait en géométrie. Et donc, ils voulaient à tout prix que cet héritage, qui était branlant, chez Élie Cartan, beaucoup de choses étaient branlantes, Mais ça faisait partie, le projet, c'était de récupérer ça, de le développer et d'en faire ce qui est aujourd'hui un des foyers de la mathématique. Donc, et là, il y avait plein d'experts. Donc, il fallait récupérer ça. Et d'ailleurs, Erosman, n'oublions pas qu'Erosman a fait partie de Bourbaki pendant une quinzaine d'années. On n'oublie pas. Non, de 1935 à 50. Là, pour le aparté, moi, je suis arrivé à Bourbaki quand Erosman n'était plus là. Et j'ai plusieurs fois essayé de fouiller les archives, de comprendre comment il était parti. Et je n'avais rien trouvé. Il y a une censure qui s'est faite là. On a parlé un peu de son départ pour Amiens, puisqu'on a fait un entretien avec André Erosman. Mais il n'y a peut-être pas que des aspects strictement mathématiques. Certainement pour moi, la tristesse. Moi, je n'ai pas beaucoup connu Erosman, pas beaucoup, mais je suis arrivé à Strasbourg au moment où il partait, à peu près au moment où il venait de partir de Strasbourg, et sa présence était encore très très forte. Bon, alors dit un peu rapidement, je pense qu'il a... de même que Madame, comment elle s'appelait donc, qui était Madame Trautmann, qui était maire de Strasbourg, a voulu être ministre à Paris, et ça la part ici. Un Alsacien bien installé en Alsace a avantage à rester en Alsace. Erosman était un dieu à l'université de Strasbourg. Il avait une énorme influence. Il était parfaitement bilingue, à une époque où il fallait absolument reconstruire une communauté franco-allemande de mathématiques. Ça a été plus ou moins à moi que ça a été confié après, parce qu'Erosman n'était plus là. Mais donc il était parfaitement à sa place. Et puis il est venu à Paris. Je vais passer sur les détails personnels qui ne sont pas intéressants. Mais et il a été snobé. Il a été snobé. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il a été snobé. Puisque vous êtes fait expliquer son départ pour Amiens. Une partie je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Je dirais que, moi j'ai une grande admiration pour Erosman, que je l'ai peu connu,
est peu connu, parce que c'était une question de génération, et aussi parce qu'il était mis à l'écart. Il était peu connu, et que le moment où j'aurais pu le connaître, j'étais à Strasbourg, mais qu'il n'y était plus. Donc il y a une série de malentendus, pas vraiment des malentendus, qui font... Mais je suis de ceux qui considèrent que l'apport d'Erosman est énorme. Est énorme. Oui. Ça, c'est pas moi qui diminuerai l'aspect d'Erosman. Et même dans ce qui est publié dans Bourbaki, il y a quand même pas mal de choses qui sont son héritage. Bon, toutes ces grandes notions de géométrie différentielle, elles sont dans Bourbaki en bonne place, et en sachant que c'est lui qui les avait introduites. Ça, donc, bon, voilà. Alors, bon, je dirais simplement que... bon, à titre anecdotique, il n'y a pas très longtemps, la fille cadette de Cartan m'a dit, bon, comme on évoquait Erosman, nous sommes restés très liés à sa première femme. Voilà. Bon, alors on va glisser là-dessus. Revenons, si vous le voulez bien, à vos recherches, à vos travaux. J'ai noté, c'est peut-être discutable, mais disons 5 mots-clés par rapport à vos travaux des années 50. Dualité, je pense que c'est une notion absolument fondamentale. Oui, et d'ailleurs, Ralph Krömer organise l'année prochaine un colloque sur la dualité auquel il m'a invité. D'accord, d'accord. Donc, oui, qui a fait un peu l'histoire, justement. Ralph Krömer, sa thèse, c'est l'histoire. C'est une bonne contribution à l'histoire des catégories. C'est une très bonne contribution. J'étais dans son jury de thèse, donc je peux en parler. Donc, dualité. J'ai noté coalgèbre. C'est lié, mais bon, tout est lié d'ailleurs, forcément. Bon. Faisceau. Oui. Un mot très important, le mot point. Oui. Et le mot schéma. Voilà 5 mots clés, si vous voulez. Les schémas étant donc une notion due à Grothendieck. Il écrit dans un chapitre qui s'appelle L'éventail magique, dans Récoltes et Semailles. Et je cite juste la notion de schéma est la plus naturelle, la plus évidente imaginable, pour englober en une notion unique la série infinie de notions de variété algébrique qu'on maniait précédemment, c'est-à-dire une telle notion pour chaque nombre premier. D'ailleurs, le titre du chapitre en question, L'éventail magique, se rapporte directement à cette idée. Alors, comment pourriez-vous relier ces mots-clés, éventuellement en ajouter d'autres, je ne sais pas, mais pour exprimer la vision qui était la vôtre à l'époque, ou bien d'ailleurs celle que vous avez aujourd'hui concernant vos travaux de cette époque? Bon, alors... J'ai relu la correspondance Grothendieck-Serre, par exemple, qui est très très instructive. Oui, que Pierre Colmez a publié. Et que Pierre Colmez a publié. On aimerait qu'elle soit publiée intégralement. Serre en a gardé un certain nombre. Enfin bon, quand j'ai besoin d'un renseignement, je lui téléphone, il me dit oui, ça doit se trouver dans les lettres qui ne sont pas publiées, je te le ferai savoir. Bon, alors... Les schémas, bon, Grothendieck a toujours dit que j'avais été un des premiers à en exprimer l'idée. Et bon, j'ai vérifié ça dans la correspondance Serre-Grothendieck. Il y a même un moment donné où il parle des spectres de quartier Serre. Bon. Alors, aussitôt après l'article fondamental de Serre, celui qui a vraiment fait tourner les choses en géométrie algébrique, faisceau algébrique cohérent, bon, j'étais très très proche de Serre à l'époque. Et on a cherché à généraliser, Serre lui-même, moi-même, que Lang, enfin on était un certain nombre. Bon, je dirais que l'idée de schéma, c'est Grothendieck qui l'a développée. C'est Grothendieck qui en a fait la base de tout, mais elle était un peu dans l'air. Il y avait 5 ou 6 personnes qui savaient qu'il fallait dépasser la géométrie algébrique telle qu'elle était. André Weil nous répétait, il nous faut une géométrie arithmétique. Et on ne fera des choses bien que, bon, moi j'ai fait une géométrie algébrique où il y avait un corps de base, et même algébriquement clos, un corps de base, et il nous faut et visiblement, si on veut faire de l'arithmétique, il nous faut autre chose, il faut pouvoir parler de ce que c'est qu'une variété algébrique définie sur les entiers. Et vous êtes bienvenus de nous donner des définitions. Bon, Weil nous poussait. Bon, et alors, dès que Serre a eu l'idée d'introduire les faisceaux, bon, ben, je veux dire, les modèles locaux, il fallait... et je me souviens, il y a eu une petite discussion entre Serre et moi,
Serre avait des anneaux qu'il appelait de Hilbert, c'est-à-dire où tout idéal premier est intersection d'idéaux maximaux. Et pour des raisons historiques assez évidentes, la notion de spectre est due à Gelfand. C'est Gelfand le premier. Et c'est pas par hasard que les premiers travaux de Grothendieck sont dans la lignée de Gelfand. Et que Gelfand a récupéré la thèse de Grothendieck après. Donc ça, c'est important. Donc la notion de spectre, elle est due à Gelfand. Et Gelfand, en gros, considérait les idéaux maximaux d'une certaine algèbre. Oui. Donc la notion évidente, c'était bon. Alors pour que ça marche bien, il fallait que tout idéal premier soit intersection d'idéaux maximaux. C'est ce que Serre avait fait. Et puis je lui ai dit, je me souviens d'une discussion à l'IHP ou à l'école normale, où il y avait aussi, comment il s'appelait, donc Martineau, qui est malheureusement décédé jeune. Et quand Serre a fait des cours là-dessus, on a été plusieurs, en tout cas Martineau et moi, lui dit, mais prenons tous les idéaux premiers, tu verras, ça marche encore mieux, ça marche encore mieux. Bon. Et c'est ça que Grothendieck appelait les schémas, les spectres de Serre-Cartier. Bon. Donc, je veux dire, l'idée, dès que Serre a introduit ces faisceaux algébriques cohérents, on a tout de suite perçu qu'il y avait quelque chose à faire. Et le point, c'est que par où on commence. Oui. Alors, dans ma thèse, qui était basée essentiellement sur des problèmes de géométrie algébrique en caractéristique B, où j'abordais pour la première fois de front, j'étais un des premiers à aborder de front les questions d'extension inséparable, qui faisaient, bon, jusque-là, tout le monde les avait mis de côté, mises de côté, l'horreur, donc on va s'en passer. Et je les ai abordés de front, non pas pour le plaisir, mais parce que j'avais des problèmes géométriques où j'étais obligé de les aborder de front. Il fallait prendre le taureau par les cornes. Et je me souviens d'avoir essayé de convaincre Lang, par exemple, je peux avoir un groupe qui a un seul point. Mais qui n'est pas un point, pas un groupe qui a un seul point. Bon, ce qu'on appelle alpha P ou mu P aujourd'hui, bon, enfin bon, etc. L'équation XP égale 0, c'est pas la même chose que X égale 0. Et il en reste, XP égale 0, c'est pas la même chose que X égale 0. Bon. Pourtant, si on cherche les points dans un camp, c'est la même chose. Bon. Donc, je me souviens encore d'une discussion dans une excursion en montagne avec Lang où j'essayais de lui expliquer ça. Oui. Bon. Donc, moi, j'étais venu à ça parce que j'avais besoin d'outils pour des problèmes qui se posaient. Et ma thèse était une des premières à prendre de front ces phénomènes d'inséparabilité. Et bon, très vite, j'ai compris que ça introduisait des éléments d'hypotence. Ce que j'avais fait sur les groupes formels allait dans le même sens. Et donc, là, il fallait, j'ai un peu pataugé, il fallait des schémas plus généraux. Bon. Et des schémas en groupe, par exemple, plus généraux que des variétés algébriques, que des groupes algébriques. Donc, il y avait ça. Bon. Et alors, je me souviens, pour la petite histoire, quand j'ai soutenu ma thèse, Grothendieck m'a dit d'un prise d'impôt, il m'a dit oui, bon, d'accord, bon, enfin, tu sais, tu aurais pu faire mieux. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Développer la théorie des schémas à partir de zéro. Waouh! Et je dis waouh! Moi, j'ai des problèmes qui venaient essentiellement de Veil, des problèmes difficiles, qui venaient essentiellement de Veil. Veil a beaucoup insisté, il m'avait dit tu es capable de les résoudre. Bon. À l'époque, je dirais, j'avais un patron de thèse qui s'appelait Cartan, mais tout le monde avait Cartan comme patron de thèse. C'était pas très spécifique. Bon, on avait tous. J'ai dit une fois, je ne sais plus quelle occasion, Henri Cartan, nous avons tous été vos élèves. Bon, un peu solennellement, bon, ça. Bon, et nous avons tous été vos élèves. Et c'était, bon, je reprenais ce que Arnold a dit à ce moment-là, mais même à Moscou, c'était vraiment, à Moscou, je me souviens d'une discussion comme ça, bon, à moitié plaisante et moitié sérieuse, bon. Donc, Cartan était notre maître à tous, il était le professeur à l'école normale, etc. Mais moi, ma famille mathématique, dont je suis très fier, j'avais un oncle, ou un parrain, comme vous voulez, bon, cette relation, vous savez bien, cette relation d'oncle-parrain, c'est un pseudo-père, mais avec des avantages par rapport au père, qu'il n'a pas de relation d'autorité directe sur vous. Moi, j'ai beaucoup de neveux vrais, des vrais neveux ou de S au sens généralisé, et je suis ravi de cette relation que j'ai avec tout ça. Bon, cette génération, maintenant, c'est à la deuxième génération, bien entendu. Alors, André Veil, c'était mon oncle ou mon parrain, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Enfin, bon, la figure bienveillante à côté du père. Bon. Et puis j'avais deux grands frères.
Serre là. Et Serre a vraiment été un grand frère pour moi. Et Grothendieck, bon, Grothendieck était par l'âge, mais bon, notre relation était deux frères, mais pas, on était deux frères pratiquement sur le même plan. Tandis qu'avec, bon, quand j'arrive à l'école normale en 1950, j'ai 18 ans et Serre en a 24. Oui. Serre est déjà connu. Moi, je ne suis qu'un débutant, je suis qu'un étudiant qui arrive. Serre, il est déjà fameux. Bon. Mais il a été très très bienveillant à mon égard, très très bienveillant à mon égard. Il m'a énormément aidé, énormément consulté. Donc le vrai grand frère, le vrai grand frère. Et encore aujourd'hui, il est content quand je dis ça, que je le considère comme mon grand frère. Bon. Donc voilà. Donc, et alors Grothendieck aurait voulu que, bon, que je consacre ma thèse à faire les fondements, à écrire autrement dit les EGA. Mais bon, c'était pas mon ambition et c'est pas mon talent. C'est pas mon talent. Je ne suis pas bon. Je suis plutôt un découvreur d'idées que quelqu'un qui construit des fondations. Des fondations. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'ouvrir le champ, d'introduire des idées nouvelles, de découvrir des concepts nouveaux et des liaisons nouvelles aussi. Bon, c'est pour ça que j'ai toujours un peu vagabondé entre physique, mathématiques et même philosophie d'une certaine manière. Bon, parce que j'aime bien découvrir des liens nouveaux. Alors, je propose que nous continuions à vagabonder peut-être avec des questions d'Anatole Kelly. À un moment dans vos thèmes de recherche, j'ai vu équivalence de Morita généralisée. Oui. Vous venez d'en parler. Est-ce qu'il y a un lien avec les travaux plus récents d'Olivia Caramello? Bon, l'équivalence de Morita. Bon, alors, l'équivalence de Morita, d'habitude, c'est on a deux catégories de modules qu'on veut comparer. Et on dit les modules sur un anneau A, c'est la même chose que les modules sur un anneau B. Plus précisément, il faut définir une équivalence entre les catégories de modules. Bon, c'est ça l'équivalence de Morita. Et aujourd'hui, on sait bien que c'est même ça, même un peu plus loin, c'est qu'il y a deux catégories qui est fondamentale, dont les objets, les zéro objets sont les anneaux, les A objets, les A cellules sont les bimodules, et là, avec la composition des bimodules, pour les A cellules et les deux cellules, c'est les homomorphismes entre bimodules. Bon. Et l'équivalence de Morita n'est qu'un petit morceau de ça. Bon. Donc, non, moi ce que j'avais, c'était quelque chose qui était un peu plus général, c'est comment est-ce qu'on montre qu'une catégorie donnée abstraitement est une catégorie de modules. Autrement dit, je me donne une catégorie additive avec les propriétés qu'il faut, et comment est-ce que je la compare, l'équivalence de Morita généralisée, en ce sens que je veux montrer que c'est une catégorie de modules, enfin que c'est équivalent à une catégorie de modules. Alors bon, Gabriel, dans la thèse de Gabriel, il y a des choses proches de ça, mais un peu plus restreintes parce qu'il ne prend que le cas artinien. Enfin, l'idée est la même, Bon, alors, mais moi, cette idée-là me venait des travaux de Dieudonné sur les groupes formels, où il démontre, bon, on a une certaine catégorie abélienne de groupes formels. J'ai d'ailleurs dû généraliser, et il y a un séminaire qui est disponible maintenant sur Numdam, que j'ai fait en 54, c'est 55-56 à l'IHP, en présence de Maclay, où j'ai introduit la Cobar construction pour la première fois, les comodules, la Cobar construction. Mais tout ça venait ensemble, je veux dire, mon critère, c'est que bon, si dans une catégorie on a un objet qui est un générateur projectif, bon, ben, on peut fabriquer un module, etc. Bon, ça c'était en ce sens que c'est généralisé. Bon, le travail de Caramello, bon, j'ai suivi ce qu'elle a fait, j'en ai parlé avec elle plusieurs fois. C'est un tout petit peu différent parce que son point de vue, il y a la comparaison entre, bon, disons qu'elle travaille au niveau des catégories syntaxiques. C'est pas, bon, alors que moi je travaillerais, disons, au niveau des modèles et de la sémantique. Bon, l'équivalence de Morita, telle que je la conçois, elle travaille au niveau d'une catégorie concrète, c'est-à-dire au niveau d'une sémantique, alors qu'elle travaille au niveau d'une catégorie, de catégories syntaxiques. C'est fort intéressant, mais enfin bon, moi j'ai pas...
j'ai noté ce qu'elle a fait, mais je n'ai pas, pour l'instant, j'en ai rien tiré d'intéressant, mais c'est une idée que je garde en tête, bien sûr. Bon, alors c'est ça, l'équivalence de Morita généralisée. Et donc, mais là, ça m'avait obligé justement là aussi, la théorie de Dieudonné, il fallait la prendre, il fallait la généraliser, et dans une optique catégorique. Et dans ce séminaire de 54-55, j'ai introduit l'éco-algèbre, l'éco-module, la co-construction, et Maclean était très enthousiaste. Je me souviens que Maclean était très... Cartan était assez réservé. Pour les raisons que vous nous avez dites. Oui. Il ne faut pas généraliser pour le plaisir. Mais est-ce que pour vous, il y avait un lien avec la physique quantique, par exemple ou bien pas explicite à ce moment-là. Mais enfin, la physique quantique a toujours été dans mes rêves. Déjà, oui. Ah oui, moi je m'intéressais déjà. Oui. À vrai dire, je peux expliquer que ma carrière repose un petit peu sur un malentendu. À la première année à l'école normale, je faisais tout. Bon, à l'époque, on était très libre, pourvu quand on sortait de taupe, on avait nos certificats de licence automatiquement. Pratiquement. Presque, Donc, oui. Enfin bon, c'était un jeune enfant. Oui. Alors, il y avait que l'agrégation qui posait un problème un peu plus sérieux. Bon. Et là, mais c'était pour nous en troisième année. Donc les 2 premières années, on était très libre, pourvu qu'on fasse. Et il n'y avait pas de mémoire de M2, comme on dit aujourd'hui. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. Les mathématiciens disaient non, ça n'a pas de sens de faire la mémoire. Les littéraires l'ont toujours fait, mais les mathématiciens le faisaient. On appelait ça diplôme d'études supérieures à l'époque. Les mathématiciens trichaient pour ne pas le faire. C'était pas individuellement que nous trichions, c'était tout le système qui trichait. Donc, on n'avait pas à faire de. Donc, on avait 2 années très tranquilles. Bon, et si on avait envie de faire quelque chose, donc je me suis lancé à fond j'ai suivi tous les cours de philosophie, dont ceux d'Althusser, dont ceux de Jean Kelevitch. Derrida, il est venu plus tard. Ça, j'aurais suivi ses cours, bien sûr. J'ai suivi tous les cours de mathématiques que Cartan et les gens autour de Cartan nous offraient. Et puis, j'ai suivi tous les cours de physique que je pouvais. Et c'était malheureusement le désert. Ah. C'était le désert. Le grand homme s'appelait De Broglie. Louis De Broglie. Oui. Donc on est plutôt du côté des variables cachées, de ce genre de choses. Oui, et puis il n'y avait pas que les enjeux proprement physiques, il y avait aussi des enjeux extra, je veux dire. Louis De Broglie était une personnalité, je dirais, assez faible, qui ne savait pas résister aux pressions, et qui était entouré de... J'exagérais un peu en disant de mi-escrocs, mais en tout cas, il avait une cour autour de lui qui faisait régner une atmosphère très très pénible. J'ai très vite compris que je n'aurais rien à apprendre, et qu'en plus, la vraie physique ne se passait pas là. Parce que la vraie physique, c'était les travaux sur la renormalisation qui étaient Feynman, etc., à peu près à la même époque, et c'est ça qui faisait avancer les choses. Donc la première année, j'ai suivi tous les cours que je pouvais. En plus, je me suis donné à fond dans ce qu'on appelait l'éducation populaire à cette époque-là. Donc ça, c'était ma forme de militantisme. Forme de militantisme. Je n'oublie pas qu'un jour, Yves Rocard m'a dit, il me semble, avec sa voix caverneuse, il me semble que vous fréquentez les mêmes cercles que mon fils, Michel Rocard. Oui, Michel Rocard. C'était une description très scientifique. Je n'ai jamais été un ami de Michel Rocard. C'était un copain qu'on croisait dans des manifs, dans des associations, etc. Mais c'était pas un ami, c'était un copain, bonjour mon vieux, t'étais là la semaine dernière, etc. Et je fréquentais les mêmes cercles. C'est-à-dire, ce qui était le PSU de l'époque, disons, la gauche démocrate chrétienne, la gauche active démocrate chrétienne. Tout ça, c'est une histoire. Mon beau-frère était prêtre ouvrier, donc tout ça était lié. Et je me suis donné à fond dans ce qu'on appelait l'éducation populaire. C'est-à-dire que j'allais courir pendant les week-ends, j'allais au Mervilliers, ou le jeudi, au Mervilliers, me colter avec des... Pas des voyous, mais enfin des durs quand même. Faut pas croire que les quartiers sensibles, ça existait.
Dans les années 50, c'était pire qu'aujourd'hui. C'était pire qu'aujourd'hui. Ah bon? Les problèmes étaient différents. Ouais. Les problèmes étaient Oui. différents. Bon, les problèmes ont changé, mais mes gamins m'ont quand même flanqué dans la Seine un jour. Ah bon? Dans le port de Gennevilliers. Alors, lorsque j'ai fait lorsque vous avez parlé des algèbres de Hopf, ça m'a fait penser au groupe quantique, et nous voici maintenant dans la Seine. Et peut-être que Oui. Anatole veut. Bon, alors on revient. reprendre Alors on revient. Bon, le alors fil donc, mathématique. c'était non, juste pour vous dire que pourquoi vous avez, c'est vous qui avez dit Oui. physique quantique. Oui, oui, alors bon, exact. donc moi dès le départ, la physique quantique était une de mes préoccupations. D'ailleurs, j'ai écrit ce livre avec Cécile de Witt, qui nous a pris 20 ans. Donc Il y avait c'était l'équation de Wheeler de Witt. non, Ah non, non, non. c'est- Moi, bon, c'était son mari. Hein. Oui, C'était son mari. Bon, non, notre livre, je sais pas, il est quelque part par là. Bon, il est quelque part par là, mais c'était. On essaye de faire le point sur Oui. les intégrales de Feynman, les intégrales fonctionnelles de Feynman, ce qui n'est pas un problème facile. Pas un problème facile. Et bon, Ça, nous savons. bon, on a donné une solution provisoire et partielle, mais pas. Au début, on a le fondement général, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. On a essayé de faire quelque chose d'utilisable et de pratique. Je crois qu'on a réussi, mais bon, voilà. Bon, voilà. Donc, pour tout dire que bon, j'ai toujours eu plusieurs fers au feu. Et d'ailleurs, je dirais que je ne suis pas le seul à avoir cette stratégie, que pour moi, c'est une stratégie fructueuse, c'est de garder en tête plusieurs pistes. Comme disait Feynman, bon, c'est pas difficile de faire des choses géniales. Vous avez 8 sujets fondamentaux que vous gardez en tête simultanément. Et puis bon, chaque fois qu'il arrive quelque chose, ah, ça va dans telle boîte, ah, ça va dans telle boîte. Bon, il faut s'appeler Feynman, évidemment, pour que ça marche. Enfin, mais c'est quand même un bon conseil. Mais ça nous écarte des catégories. Oui. Alors, quel est le rôle qu'ont joué les topos et les motifs dans vos recherches? Bon, alors les topos, je ne me suis pas beaucoup investi. Sauf que, bon, j'avais fait un compte-rendu au séminaire Bourbaki sur l'utilisation des topos pour, bon, pour la démonstration de l'indécidabilité de l'action du choix bon, Le forcing. Oui, généralement, le forcing via les topos. c'est ça. Bon. Mais c'était un compte rendu, je veux dire, j'avais pas fait du travail vraiment original là-dedans. J'avais bon. L'analyse non standard, on peut le formuler en termes de topos. Bon, je veux dire que c'était. J'avais en tête, quand je me suis intéressé à non standard, j'avais en tête cette idée. Bon, à partir du moment où on imagine qu'on a un modèle non standard des entiers, et plus généralement la théorie des ensembles, ça veut dire qu'on a 2 modèles de la théorie des ensembles, ça veut dire qu'on a 2 topos différents. Et donc on les compare. Bon, de ce point de vue-là, bon, j'étais parfaitement conscient que tout ce que j'ai fait là, ça s'exprimait dans le langage des topos, ou en tout cas dans la philosophie des topos. Bon, j'ai pas fait moi-même de contribution vraiment importante là-dedans. Ça restait un outil. Par contre, les motifs, alors là, je me suis beaucoup plus intéressé. Et en fait, ce que je fais depuis 10 ans, ça tourne autour de ça. Et d'ailleurs, bon, j'ai là dans mon sac une thèse à relire pour le mois prochain. Une thèse à relire sur d'un garçon qui s'appelle Clément. Et qui est, enfin bon, le patron de thèse, c'est Francis Brown, mais enfin, je relis sa thèse quand même. Bon, alors les motifs, bon là, les motifs, c'est venu progressivement. C'est venu, bon, là où j'ai bifurqué dans mes intérêts, c'est en 86, et d'une manière un peu inattendue. Parce que bon, là, avant, j'avais fait pendant une quinzaine d'années, je m'étais intéressé au groupe PADIC, et j'avais toute une équipe qui avait travaillé avec moi sur les groupes PADIC, et ce qu'on appelle le programme de Langlands, enfin le programme de Langlands, mais bon, moi j'avais ma stratégie, c'était le programme de Langlands, c'est quelque chose de très ambitieux et de très vaste, un petit peu brocante, et bon, moi ce que je veux, c'est trouver quelque chose à l'intérieur de cette brocante, quelque chose qui est ni trop petit ni trop grand.
Trop petit, bon, trop petit, c'est pas intéressant de développer une chose dans un domaine trop petit. Trop grand, c'est trop ambitieux, on n'en sortira pas. Donc il faut découper quelque chose d'optimal. Et bon, représentation des groupes péadiques, c'est un sujet qui s'est très développé maintenant, mais mon équipe, ceux qui ont fait démarrer le sujet. Donc là, ça m'a... Topos, alors bon, alors là, bon, j'avais fait ça, puis en 86, il y a le congrès mondial des mathématiques qu'on appelle International Congress of Mathematicians, comme chacun sait, bon, c'était à Berkeley, et le premier jour, Fadeev, qui est toujours une des grandes figures de la science russe maintenant, déjà en ce temps-là, il disait « nous autres occidentaux de Saint-Pétersbourg ». Je l'ai entendu souvent dire ça. Nous autres occidentaux de Saint-Pétersbourg. Bon, européens de Saint-Pétersbourg, bon, se considérait comme un Européen. Bon, et alors, Fadeev était là, il était le grand patron parce qu'il était le président de l'Union mathématique internationale. On l'avait nommé à ça pour des raisons semi-politiques, évidemment. Bon, semi-politiques. Bon. Et alors, bon, il arrive le premier jour, il me dit, écoute, je suis embarrassé, j'ai là 2 manuscrits, un de Manin, un de Drinfeld, et comment, avec ton talent politique, tu n'as pas réussi à obtenir qu'ils viennent? Non, je n'ai pas réussi. Mais j'ai leurs manuscrits. Alors bon, est-ce que tu veux rendre compte de l'un des 2? Bon, montre-les-moi. Bon. Du Manin, bon, Manin, c'est des choses que je connais, bon, ça m'intéresse, Manin est un ami, etc. Mais Drinfeld, c'est plus intriguant. Bon, alors il me donne le manuscrit de Drinfeld, bon, puis les conditions d'horaire faisaient que j'ai dû faire l'exposé le jour même. Ah bon? Wow. À 4h de l'après-midi, j'ai eu le manuscrit à 9h du matin, je fais le fait que c'est exposé à 4h de l'après-midi. Bon. Et c'est là que, bon, alors là, bon, il n'y avait pas, Drinfeld ne parlait pas explicitement de motifs, mais enfin, bon, c'était derrière, c'était sous-jacent. Manin aussi, d'ailleurs, connaissait très bien les motifs. Bon, mais c'était, d'ailleurs, Drinfeld était un élève de Manin, donc on ne sortait pas de la maison. Donc là, j'ai progressivement, bon, alors je me suis intéressé, il y a eu Kontsevich qui est venu là-dessus, enfin, on a été un certain nombre à travailler là-dessus. Moi, j'ai toute une équipe qui a travaillé là-dessus. Et le dernier de mon équipe, c'est Francis Bond, qui est maintenant mon collègue ici. Donc j'en suis assez content, évidemment. Donc, les motifs, il y a eu tous les travaux, c'était parallèle à tous les travaux de Deligne, tout ça. Bon. Deligne a développé... les motifs, c'était un des grands rêves de Grothendieck. Oui. J'ai pris une citation dans Récoltes et Semailles, il en parle de cette manière, il dit « Le thème le plus profond que j'ai introduit en mathématiques, celui des motifs, lui-même né du thème cohomologique adique, est comme le cœur ou l'âme, la partie la plus cachée, la mieux dérobée au regard du thème schématique, qui est lui-même au cœur de la vision nouvelle. » Exact. Je souscris entièrement. Bon, alors... c'est que Grothendieck, je viens justement de récupérer un texte de Grothendieck qui avait été diffusé par les gens de... Enfin, non diffusé, pardon, par les gens de Montpellier, mais enfin retapé par les gens de Montpellier au début des années 2000, et c'est un texte, bon, un texte programmatique de Grothendieck sur les motifs, et qui est d'un optimisme délirant. En 70, il formule, bon, on est aujourd'hui en 2014, grâce en particulier à toute l'équipe autour de Voyevodsky, Levin et compagnie, qui a quand même réussi à faire ça, on en est à un dixième du programme de Grothendieck. Bon, c'est un programme absolument visionnaire. Bon, le texte que je lisais ces derniers jours de Grothendieck qui a été écrit, qu'on a retrouvé dans les archives de Grothendieck à Montpellier, qui a été écrit vers 65 ou 70, il n'y a pas de date, enfin bon, mais il est extrêmement visionnaire et extrêmement optimiste. Bon. Extrêmement optimiste. En termes du temps que... Oh ben non, il formule les choses d'une manière, bon, il formule les choses de manière très très intéressante, mais on a dû en rabattre, et pour faire quelque chose, il a fallu en rabattre beaucoup par rapport à ses ambitions.
non. Donc ce qu'on a réussi à mettre sur pied, c'est une partie assez minime du programme qu'il envisageait. Bon, par contre, ça a été bon, Deligne, alors que Deligne se défend de croire au motif. Ah. Deligne a toujours dit je n'y crois pas. Ouais. Mais je m'inspire de ce que les motifs me diraient s'ils existaient. Oui. Pour mon programme de recherche. Ah, alors c'est une belle stratégie, ça. Oui, parce que bon, le statut actuel des motifs, ceux qui ne connaissent pas du tout le sujet seront sûrement étonnés d'entendre un mathématicien parler de croire ou de ne pas croire à ce qui a l'air d'être un concept mathématique. En gros, on conjecture qu'ils existent, mais on n'a pas prouvé qu'ils existaient vraiment. Exact. Bon, le nec plus ultra, c'est que avec Levin, Voyevodsky et quelques autres, on sait aujourd'hui qu'il existe la catégorie dérivée de celle des motifs sur un corps de nombre. Voilà. C'est quand même assez limité. La catégorie dérivée, pas la. Bon, pour les motifs de Tate Mix, qui est une sous-catégorie, on a une sous-catégorie, et celle-là, elle a un cœur qui fait que c'est vraiment la catégorie dérivée d'une catégorie bien déterminée. Oui. On n'a pour l'instant qu'une catégorie dérivée de quelque chose dont on ne sait pas comment il est. Bon, et dont on ne sait même pas si ça existe. Il faut trouver, techniquement on sait bien comment il faut faire, il faut trouver une T-structure à l'intérieur de cette catégorie. On a une catégorie triangulée, il faut lui découvrir une T-structure, c'est parfaitement précisé, mais personne n'a fait la construction et personne ne sait la faire pour le moment. Mais est-ce qu'on a un théorème d'existence de la construction ou même pas? Non. D'accord. Non. Donc on n'est même pas absolument certain que la construction existe. Non, on n'est pas certain. Si on a un beau faisceau de présomption qui tend à indiquer que ça existerait. Moi je suis relativement réservé, je dirais que ça existe sous des restrictions. De la même manière que l'idée de départ, là où Grothendieck s'est trompé, visiblement, c'est qu'il faisait tout reposer sur ce qu'il appelait les conjectures standards et les motifs purs. Alors il y a un excellent livre de Yves André là-dessus, excellent. Mais il y a un certain nombre de publications, de synthèses là-dessus, mais on n'est pas... en fait, ça ne fonctionnerait que si les conjectures standards de Grothendieck marchaient, c'est-à-dire en gros la conjecture de Hodge, enfin les variations sur la conjecture de Hodge. Un petit peu plus faible ou un petit peu plus fort, je ne sais jamais, mais enfin bon. Malheureusement, l'opinion générale des experts semble être que la conjecture de Hodge n'est pas vraie. Bon, moi j'ai entendu André Weil il y a très très longtemps me dire, écoute, si tu avais un peu de courage, voilà un schéma de contre-exemple. J'ai dit non, c'est pas un sujet que je connais assez bien pour me... Puis les contre-exemples, ça m'intéresse. Je suis pas très bon pour ça, c'est pas mon point fort. Mais André Weil m'avait suggéré un contre-exemple possible. Et je lui ai dit, pourquoi tu le fais pas avec moi-même? Et depuis, beaucoup de gens se sont persuadés que c'est trop optimiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, exister ou pas exister? Ça veut dire qu'on a un programme qui est un peu trop ambitieux parce qu'il est trop général et qu'il faut dedans, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, il faut déjà dedans tailler la partie qui est accessible. Alors, c'est bien d'avoir un programme extrêmement ambitieux qui vous aspire, qui vous guide, mais en même temps, il faut faire quelque chose. Et déjà, le programme, ce qui a été fait par Levin, Voyevodsky, Lichtenbaum et bien d'autres, ça a pris 30 ans. Ça a pris 30 ans. La partie du programme de Langlands à laquelle j'ai contribué, moi j'ai lancé les gens, ensuite ils ont continué sans moi, et ça a pris en gros 30 ans. Bon. Et déjà, on avait cadré. Donc c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça que abstract nonsense, moi vous êtes sensible à l'argument. Je suis sensible à l'argument, tout en sachant qu'il est parfois polémique. Voilà. Je sais qu'il est polémique et qu'il ne faut pas le prendre toujours au sérieux, mais je sais aussi qu'il a quand même une bonne part de réalité.
Donc voilà les... Alors les motifs, bon, alors une fois qu'on a restreint, alors Deligne disait je n'y crois pas, c'est-à-dire que Deligne n'a pas, disons concrètement, c'est-à-dire Deligne n'a pas envie de s'investir pour faire une construction. Ah. C'est plutôt comme ça. Oui, parce que vous nous avez dit quelque chose, c'est je n'y crois pas, mais je fais quand même comme si ça existait, ce qui est pratiquement la définition des fictions utiles. Oui, c'est une fiction utile, c'est une fiction utile. Bon, alors, bon... c'est-à-dire que Deligne ne dira jamais, bon, il ne va jamais commencer un article, supposons que nous ayons résolu le problème des motifs, etc. Donc, non, mais dans sa tête, si les motifs existaient, telle conséquence serait vraie. Et donc, celle-là, je peux la prouver. Celle-là, je peux la prouver. Ce qui donne quand même plus de cohérence au projet, bien sûr. Chaque fois qu'on ajoute quelque chose comme ça donne cohérence. Bon, alors les motifs, bon, donc... pourvu qu'on en rabatte un peu, disons qu'on prenne motif de Tate Mix, ce qui est déjà un champ énorme, bon, par les applications. C'est surtout là. Bon, c'est surtout... Là aussi, je veux dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on s'appuie sur des... Il y a un corpus énorme, il y a des tas de résultats qui s'harmonisent bien. Et alors, maintenant qu'on a cette théorie-là, on est rassuré, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin que Deligne en disant, bon, ben voilà, puisqu'on a ça, on va s'en servir pour de bon. Et il y a eu, bon, tous ces travaux, Goncharov, Kontsevich, Manin un peu moins, enfin bon, etc. Deligne, même s'il n'y croit pas, etc. Bon, et puis bon, et donc là, alors, ce que Grothendieck nous a donné, alors là, qui est guidé par les catégories, c'est la conjecture générale des périodes, qu'on écrit de manière plus ou moins précise, mais qui est que, en gros, si je prends, par exemple, une conséquence tangible, c'est que si je prends le nombre pi, bon, pi, le pi de tout le monde, si je prends, bon, celui-là, on sait qu'il est transcendant, zeta 3, la somme des inverses des cubes. Bon, ça, Perry nous a montré il y a 35 ans que c'est un nombre irrationnel. Bon, depuis, on sait que zeta de 5, la somme des inverses des puissance 5e, zeta 7, zeta 11, non, zeta 5, zeta 7, zeta 9 et zeta 11, il y en a un des quatre qui est irrationnel. Ça, c'est Zoudiline, Rivoal. Pas beaucoup. Ce qu'on postule, c'est que tous ces nombres-là sont non seulement irrationnels, mais transcendants, et qu'en plus, ils sont indépendants algébriquement entre eux. Ben oui. Ça, c'est un sous-produit des rêves grandioses de Grothendieck. Mais c'est un sous-produit tangible. C'est un sous-produit tangible. Voilà un problème pour... C'est un petit peu comme en théorie des nombres, où on suppose que les nombres premiers sont répartis au hasard, même si le mot hasard... Oui, c'est ça. Bon, c'est-à-dire que là, on a un programme très net, dont on sait qu'il est encore trop optimiste, pour l'instant. Mais moi, je l'ai mis dans mon agenda pour... j'ai mes agendas pour les années à venir. À l'agenda 2040, j'ai mis on a gagné. L'agenda 2040. Mon petit-fils rigolerait, il me dirait c'est peut-être moi qui le remplirai ton agenda 2040. Bon. Donc, je veux dire que là, aujourd'hui, avec ce qu'on sait, les nouvelles approches, le problème commence à prendre un sens précis. Et on peut même avoir un début de méthode. Enfin, parmi les résultats connus et les méthodes qui fonctionnent dans les résultats connus, on peut déceler celles qui vont se généraliser. Bon, alors, il y a un énorme travail à faire. 2040, je pense qu'en 2040, on aura vraiment terminé. Peut-être même un peu avant, mais enfin bon, 25 ans, c'est pas trop pour un travail de ce genre. Mais en gros, on a quand même un début de stratégie. Et Grothendieck qui disait les motifs, c'est pour motiver, ça, il a raison. Et c'est une bonne stratégie. Donc ça, c'est... Et alors, on peut le formuler de manière, évidemment, la bonne formulation, c'est avec une montagne de catégories, bien sûr. Mais c'est un bon problème en ce sens que ça permet de cerner
de cerner des choses possibles parmi les choses qui sont moins possibles, et de donner un début de méthode, Et on sait qu'on a l'impression que si on continue à travailler suffisamment, mais ça prendra du temps et ça prendra un certain nombre de personnes et un certain nombre d'années, mais on a l'impression que il y a une toute petite ouverture, là, un petit ray de lumière qui passe à travers le mur, à travers la forêt. Bon. Donc voilà les motifs. Et ça, bon, les motifs, évidemment, c'est impensable. On ne peut même pas les envisager sans parler de catégories. Sans parler de catégories. Et ça c'est le bon usage des catégories, je dirais. Et Grothendieck, son talent particulier, ça a été de rêver très haut. Bon, mais autrefois, on aurait dit il est comme un aigle. Aujourd'hui, on dit plutôt pour être à l'actualité, un drone. Ah bon. un drone qui vole très haut, qui plonge comme ça. Bon. Un drone qui plonge. Donc moi j'étais toujours, quand j'étais à Polytechnique il y a une dizaine d'années, que je voyais sur le plateau les gens jouer avec des modèles réduits d'avions qui avaient une caméra et un moteur, et je me disais, bon, c'est un drone, ça existait déjà. Les modèles qu'on voyait avec 2 mètres d'envergure, ils pouvaient porter une charge de 500 grammes d'explosifs. Et on était tout près de Polytechnique. Et j'ai un jour parlé, tout ça c'est l'anecdote, je me suis trouvé un jour en relation avec un gendarme qui avait été garde du corps de Mitterrand, et qui me disait, tu sais, on y songe à ça. On y songe à ça. C'est notre métier. C'est quand Mitterrand, quand c'était un garde du corps de Mitterrand, il m'a dit, tu sais, on y songe, parce que c'est une menace réelle. Je ne sais pas si Grothendieck aura l'occasion de voir cette vidéo, mais je ne sais pas comment il réagirait à l'idée que, évoquant sa capacité à prendre de la hauteur et à rêver, l'association d'idées qui viennent soit celle des drones avec une charge... oui, bon, ben les aigles, c'est mieux. Je pense que ça lui plairait davantage. Enfin, c'est quand même des prédateurs, les aigles, c'est des prédateurs. Alors, sinon, vous êtes aussi intéressé aux groupoïdes de Lie. Ah oui. Avec application à la physique et à la biologie. Oui. Est-ce que vous êtes aussi intéressé à la question d'holonomie? Parce que la notion de groupoïde... Oui, bon, c'est la même chose. Oui, bon, d'accord. Non, moi, un de mes thèmes de recherche récents, qui alors aussi est très lié aux catégories, bien sûr, c'est que, bon, je me suis intéressé ça fait plusieurs années, mais c'était motivé par le travail que je faisais sur les motifs, à la théorie de Galois des équations différentielles. Sujet qui est ancien, qui s'est un peu réveillé autour des années 50 avec Molchin, mais qui n'a vraiment... Bon, mais on était bloqué parce que les équations linéaires, en fait, depuis une centaine d'années, on a déjà, on reformule la solution, mais c'est toujours la même solution. La théorie de Picard-Vecchio, bon, on la reformule suivant le goût du jour, mais on parle de catégorie tanakienne, évidemment. Picard-Vecchio ne parlait pas de catégorie tanakienne, mais enfin, bon, c'est pas là aussi, voilà un bel outil, la catégorie tanakienne. Et ça, c'est un outil qui marche, je veux dire. Bon. Et donc, il y a donc les catégories, la théorie des forces, mais les équations non linéaires, on avait très peu progressé. Et ceux qui ont vraiment fait la percée, enfin, ils ont été 3 à faire la percée. Moi, je suis arrivé derrière pour mettre un peu d'ordre, mais c'était quand même eux qui avaient fait la percée. C'était un japonais, Umemura, qui était mon élève ici il y a très longtemps. C'est Bramis, qui est à Toulouse, et c'est Malgrange. Bon, à eux 3, bon, avec tout ce qu'ils ont fait, maintenant, on a une théorie de Galois des équations différentielles non linéaires, ce qui était recherché. Et la formulation même, bon, c'est pas un groupe, c'est un groupoïde de Galois. C'est un groupoïde de Galois. Et moi j'ai simplement mis un peu d'ordre dans tout ça, mais les idées de base, c'était Malgrange et surtout Malgrange. Bon. Alors l'avantage, c'est pour ça que les groupoïdes sont utiles, c'est que quand on prend l'équation différentielle la plus simple, dy égale y dx. Non, la plus simple, c'est dy égale dx, mais celle-là, elle n'est pas très intéressante. Mais dy égale y dx, exponentielle, on peut le voir du point de vue, bon, ça définit y comme l'exponentielle de x ou x comme le logarithme de y. Bon. Et suivant les méthodes éprouvées, si on a l'exponentielle, le groupe de Galois, c'est le groupe additif. Bon.
Pour le logarithme, c'est le groupe multiplicatif. Tout ça à une variable. Bon, alors, en tant que groupe de Lie, tous les groupes de Lie à une dimension se ressemblent. Bon, non, c'est le même. Non, mais comme groupe algébrique, c'est pas le même. Alors, comment se fait-il que, suivant la même équation, me fournit deux groupes de Galois différents? Réponse, il y a un groupoïde algébrique. Et c'est là pour ça que, bon, il fallait développer la théorie des groupoïdes algébriques, ce qui est essentiellement ma contribution. Les groupoïdes algébriques, pas seulement des groupoïdes de Lie, mais des groupoïdes algébriques, bon, Grothendieck l'avait fait implicitement. Enfin bon, il y avait encore un peu de travail à faire derrière. Et puis, bon, là-dedans, il y a deux groupes qui se cachent à l'intérieur d'un groupoïde. Et il y a deux groupoïdes, ils ne sont pas isomorphes en tant que groupe algébrique, mais ils sont placés dans la même structure plus vaste. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est absolument crucial. Pour moi, ça m'a convaincu que les groupoïdes étaient une bonne chose. D'autre part, la théorie des algébroïdes de Lie qui sont au groupoïde, ce que les algèbres de Lie sont au groupe de Lie, s'est beaucoup développé, surtout grâce à Weinstein, Alan Weinstein. Et bon, toute une partie de la géométrie différentielle se reformule dans ces cadres-là. C'est ce qu'a fait. C'était l'intuition de Weinstein. Groupoïde symplectique, c'est vraiment l'invention de Weinstein. Et ça unifie énormément de choses différentes. Et là, il y a une algèbre ou une géométrie différentielle extrêmement riche. Et qui n'est pas sans influence sur la dynamique. Parce que les méthodes hamiltoniennes sont très proches de tout ça. C'est une reformulation des méthodes hamiltoniennes. Bon, alors en plus, donc là, je pense, bon, alors en plus, quand on veut formuler correctement le principe de relativité générale, le principe d'invariance de la relativité générale, la seule méthode que je connaisse, c'est un groupoïde. C'est un groupoïde, ou un pseudo-groupe, enfin bon, le pseudo-groupe des difféomorphismes d'une variété, mais c'est pas un groupe, c'est le pseudo-groupe. Qu'on peut appeler aussi groupoïde ou pseudo-groupe, c'est quasiment la même chose, on le sait bien. Des difféomorphismes locaux. Locaux, pas globaux. Globaux, c'est un groupe. Non, le groupe des difféomorphismes globaux, d'accord, mais le pseudo-groupe ou groupoïde des difféomorphismes locaux. Et c'est ça, quand on veut formuler correctement ce que c'est que le principe d'invariance relativiste, c'est ça qui joue. Mais avec ça, on a quand même, bon, ça guide, je veux dire que c'est toute la théorie qu'on a derrière les groupoïdes permet de mieux comprendre les méthodes lagrangiennes en relativité générale. Donc c'est un cadre, ça a apporté un bon cadre, une bonne formulation. Est-ce que pour l'instant on n'en a pas fait de choses pas nouvelles? Et alors là en plus, moi ce que je vois... C'est important, les formulations, ça permet quand même de se rassurer. Bien sûr. Et alors moi je pense aussi, j'en avais discuté avec une collègue qui était ici, qui faisait de la logique, qui faisait de la biologie, pardon. Mon idée de base, c'est la suivante. Un brin de DNA. Un brin de DNA, c'est à peu près un fil à pêche de 15 km de long, enfermé dans un dé. À peu près ça l'encombrement. L'ordre de grandeur. Ça donne l'ordre de grandeur de l'enchevêtrement. Bon. Alors, un groupe de symétrie globale de ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, que deux brins se croisent et que deux brins se reconnaissent comme identiques ou pas identiques, ça c'est important. Je veux dire que deux brins se croisent et puis que la séquence des bases soit la même dans les deux, ça joue un rôle. Bon. Mais bon, si on déploie ce filament de DNA et qu'ils sont à 15 km l'un de l'autre, ça n'a pas de sens. Par contre, quand ils se recoupent. Donc, la vraie symétrie pour le DNA, c'est une symétrie locale qui s'exprime bien par un pseudogroupe. Bon. Et en pseudogroupe, il y a des techniques d'algèbre différentielle, de géométrie différentielle, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir trouver des équations différentielles apparentées à ça. Et ces équations différentielles devraient pouvoir servir à étudier la dynamique de ces objets-là. C'est lointain tout ça. Et moi, j'ai pas du tout les compétences nécessaires en biologie pour. Je peux formuler ça, mais j'en avais parlé à une collègue qui faisait ça, qui avait l'air intéressée. Je pense que l'idée ressortira un jour. Donc, pour moi, c'est de nouveau le groupoïde,
pendant longtemps, j'ai pas aimé les groupoïdes parce que leur nom est laid. C'est laid. Le oïde. Ah, l'oïde me déplaît, le groupoïde me déplaît. Bon. Et puis en plus, les formulations qu'on en donnait étaient trompeuses. Bon, les formulations qu'on en donnait trompeuses. Si on lit l'original, le papier original de Brandt, wow, c'est incompréhensible, incompréhensible. Et si on lit ce que dit tout le monde, dit un groupoïde, c'est une catégorie dont toutes les flèches sont inversées. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, un groupoïde, c'est un objet géométrique. Ouais. Mais une catégorie aussi peut être. Quand vous dites c'est pas vrai, c'est pas, il faut donner l'intuition géométrique. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand vous dites une catégorie, bon, si vous dites, bon, par exemple, bon, ben, je prends la catégorie des groupes et je ne garde que les isomorphismes du groupe, bon, c'est un groupe, oui, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait? C'est trop général. Je veux dire que un groupoïde, ce qui est intéressant, et ça, c'était l'intuition d'Erosman, vraiment l'intuition d'Erosman quand il a fait ça. Eh bien, un groupoïde de Lie, c'est une structure géométrique. Et il a ses propres symétries géométriques, etc. Et en fait, bon, c'est bien, il y a un théorème d'Erosman qui fait le lien entre les groupoïdes transitifs et les fibres principaux. Bon, c'est un magnifique théorème qui, à mon avis, remet les choses sur pied, parce que j'ai l'habitude de dire qu'un fibre principal n'a qu'un pied, la projection. Un groupoïde a 2 pieds, parce qu'il y a la source et le but. On est mieux en équilibre sur 2 pieds que sur un. Bon, donc, mais groupoïde, je veux dire, tant qu'on dit c'est une catégorie, ben on se place justement dans un trop dans le ciel, et bon, c'est encore dans le ciel des anges, ça. Ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur. Bon, les anges, ils voient des anges isomorphes. Bon, ben, mon vieux, ah ben tiens, tu me ressembles, tu me ressembles. Bon, 2 anges isomorphes, bon, ben d'accord, ben, enfin bon, c'est pas ça qui est crucial. Il faut donner de la chair aux choses. Il faut donner de la chair. Et l'énorme, la très très belle intuition d'Erosman, ça a été justement que ce sont des objets géométriques utiles en géométrie. Donc, c'est pour ça que, bon, j'ai pris un peu le goût, malgré leur nom très laid, le oïde, j'ai pris du goût pour les groupoïdes. Monoïde n'est pas beaucoup mieux. Astéroïde. Astéroïde, c'est pas mal. Astéroïde, c'est pas mal. Bon, humanoïde, bon. Donc, mais je pense qu'il y a. Et là, en plus, quand j'ai commencé à découvrir, grâce à Malgrange, que ça joue un rôle important dans les équations différentielles, ça en est. Bon, puis en plus, bon, j'ai travaillé avec mon ancien élève Umemura, que je vais visiter de temps en temps à Nagoya et qui continue à travailler là-dessus. Et on est en train de faire des groupoïdes quantiques. Des gens ont essayé de faire des groupoïdes quantiques, mais là, je crois qu'on a vraiment quelque chose qui est raisonnable, parce que bon, on ne le cherche pas pour le plaisir. Je veux dire. C'est toujours ça, mais enfin, c'est pas seulement pour les catégories, je veux dire, en mathématiques, bon, les gens qui ont la notion de groupe, bon, s'ils ne sont pas guidés par soit des problèmes d'algèbre, d'arithmétique ou de géométrie, les groupes en soi, le groupe, c'est un miracle. Une axiomatique en 2 lignes, voilà. qui contient une richesse incroyable. Mais l'axiomatique est dans 2 lignes. Mais quand on a regardé les actions, on sait rien, évidemment. On sait rien. Il faut donner de la chair à tout ça. C'est pour ça que c'est. Mais ça, ce sera, je dirais, ma vision générale des maths. C'est un équilibre toujours entre. Bon, moi, dans ce livre auquel j'ai collaboré, la Mathématiques en liberté, c'est. Oui, Mathématiques en liberté. Bon, c'est. Je veux dire, on insiste sur le point que les multiples facettes des mathématiques. Les mathématiques, c'est un très beau jeu, intellectuel, magnifique, mais il ne faut pas que ça devienne un Glasperle-Spiel, comme disait le roman allemand. Bon, un jeu de, bon, c'était, je ne sais plus qui écrivait ça, Glasperle-Spiel, enfin bon, un des Allemands, un romancier allemand. Donc, il y a un jeu intellectuel, il y a une contemplation philosophique, il y a un sentiment de beauté, et il y a un outil pour tout le monde. Et les mathématiques n'ont pas fait les mathématiciens n'ont pas fait leur travail tant que les notions ne deviennent pas accessibles à tout le monde.
Et bon, par exemple, la notion de matrice. Pour moi, la notion de matrice, c'est une grande acquisition du XXe siècle, que ça devient un outil banal et courant et accessible. Un jour, mon père, qui était chef d'entreprise, me dit « Je t'entends parler avec tes collègues de matrice. Qu'est-ce que vous appelez une matrice? Qu'est-ce que c'est pour vous une matrice ?» Bah, je lui ai dit « Écoute, tu sais, tu fais comme M. Jourdain. Tu as manipulé des matrices toute ta vie sans le savoir. » Alors, je lui ai expliqué en 2 mots le modèle de Leontief d'input-output. Bon, alors je lui ai dit, tu vois, dans ton entreprise, les camions qui rentrent par une porte pour amener des balles de laine, il y a ceux qui sortent avec le tissu. Bon, toi, tu as une matrice. Tu transformes tant de laine de telle qualité, tant de laine de telle qualité, etc. Tant de tissu de telle qualité, tant de tissu de telle qualité, tant de telle qualité. Or, en fait, votre fabrication, bon, l'entreprise familiale est partagée en deux parties. Il y a celle que tu gouvernes et celle que ton frère gouverne. Et en fait, les camions qui sortent de ton entreprise pour aller chez ton frère, qui sont en sortie de ton entreprise pour aller en entrée chez ton frère, ils multiplient de matrices. Oui, il y a là un aspect opérationnel. Et ce que vous nous dites, c'est que la simplicité, c'est sans doute essentiel, mais c'est pas la gratuité. Non. Et bon, et le fait qu'un outil comme aujourd'hui en statistique, etc., bon, et même dans des exposés élémentaires de physique, les matrices sont partout. Partout, pas seulement dans les choses avancées de mécanique quantique, mais dans les choses élémentaires. L'optique linéaire, l'optique de Gauss, on peut la faire avec des matrices 2 par 2, c'est très simple. Les transformateurs, les quadripôles en électricité, c'est des matrices 2 par 2, il y en a plein. Et c'est un outil nouveau, c'est-à-dire que c'est une nouvelle extension de la notion de nombre. Or, bon, le jour où on a inventé la numération décimale, bigre, quel progrès on a fait pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pas seulement un savant moine italien ou un savant théologien arabe qui manipulait. Non, c'était un outil pour tout le monde. Pour tout le monde. Et les nombres négatifs ne sont devenus, je prétends que les nombres négatifs ne sont devenus un outil pour tout le monde que récemment. Ah oui. Bon, moi je sais que quand j'avais 14 ans, ça faisait partie de mon engagement. Enfin, je faisais un cours dans une école, disons, de style proudhonien. Bon, école mutualiste. Donc où chacun était à la fois prof et élève. Bon. Et la leçon sur les nombres négatifs que je faisais à des gens plus âgés que moi, oh là là, que c'était compliqué. Ah oui. Oh, que c'était compliqué. Or maintenant, bon, je veux dire, je vais me garer un jour, je vais à Paris, je me gare, et puis au moment de reprendre ma voiture, je demande à ma petite fille de 5 ans, je dis, mais non, va au moins 7. Pour elle, c'est clair, ce que c'est que moins 7. C'est 7 en dessous. Bon, et puis chacun sait que le compte en banque, il est plus ou moins si bon. Non, mais je veux dire, l'utilisation concrète des nombres négatifs, c'est la génération. Alors parlons pas des matrices. Or, toute l'histoire de l'humanité peut s'accompagner, pas se résumer, mais s'accompagner d'une progression dans la création d'outils nouveaux, mathématiques, de nature mathématique, et leur prise, leur capture par tout le monde. Ces objets mathématiques, et je terminerai, j'ai ma parabole, c'est celle du forgeron. Alors forgeron, un forgeron extrêmement illustre, extrêmement bon, qui faisait les meilleures haches de tout le pays. Bon. Alors il était très fier, il avait dans son échoppe, il y avait toute une série de très belles haches. Un jour, son fils, un peu pressé, arrive, en attrape une et va abattre l'arbre à côté. Le père furieux, tu vas m'abîmer ma hache. Je veux dire, il ne faut pas qu'on se comporte comme ça. Faire un musée des beautés mathématiques, très intéressant. Mais si on interdit aux gens de s'en servir, on a passé à côté des choses. Voilà. Et les catégories, ça fait partie de ça aussi. Un outil magnifique, pourvu qu'on s'en sert. Parce que moi, j'avais fait la métaphore suivante, que la théorie des catégories, c'était comme une machine à café, et la matière mathématique qu'on mettait dedans, c'était le grain à moudre. Ah oui. Et s'il n'y avait pas de grain dans la machine à café, ce qui sortait, c'est de l'eau. Oui, bien sûr. Oui, exact. Écoutez, merci beaucoup, Pierre Cartier.
Oui, c'est-à-dire je sais à quoi Anatole pense parce que nous avons commencé à mettre en place une question rituelle. Moi je pense que ce que vous venez de dire est une formidable conclusion pour cet entretien, mais nous allons tout de même donc poser cette question rituelle que nous inaugurons avec vous. La petite Madeleine, comme dit certains journalistes. Et donc cette question, si vous en êtes d'accord, est la suivante. Quelle question poseriez-vous aujourd'hui à Grothendieck s'il était là? Oh. Est-ce qu'il a, c'est une chose qui me préoccupe, est-ce qu'il a complètement abandonné le souvenir de sa première période ou pas? Parce que bon. De sa première période? Ben, je veux dire, c'est-à-dire sa thèse et ce qui venait avant qu'il ne vienne ici, disons. Comment il se souvient de ce qui était sa troisième décennie, je veux dire entre 48 et 58, parce que là j'essaye de percer les mystères de cette période chez lui, et bon, s'il pouvait, comment lui l'apercevrait-il, cette période? Bon, parce que c'est vrai qu'il a tourné sa veste assez rapidement, et qu'après ses travaux fondamentaux sur l'analyse fonctionnelle, il n'y est plus revenu. Il n'y est plus revenu. Et est-ce qu'aujourd'hui, il recommencerait de la même manière? Avec la posteriori, je veux dire, ou est-ce qu'il considère qu'il avait perdu son temps, ou est-ce qu'on considère, moi je ne considère pas du tout. Mais ce qui m'a frappé toujours, c'est qu'à tout moment, bon, il ne revient plus du tout là-dessus. Et je lui poserai la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne reviens plus là-dessus? Et moi je pense que c'était déjà le même Grothendieck, le même mathématicien, mais je veux dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas revenir là-dessus? Ce serait peut-être ça ma question.